Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous allez voir que ça va être un format un petit peu particulier. Vous l'avez sûrement remarqué, je poste pas énormément en ce moment. Je vous l'ai déjà dit, j'ai une petite panne de lecture, ça va, ça vient et en plus j'ai pas forcément énormément de temps pour tourner. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un petit peu récapitulatif avec un avis lecture parce que j'ai lu un seul roman ces derniers temps, ma lecture en cours, donc on va dire que j'ai lu un roman et demi ces derniers temps et également trois petites acquisitions en graphique parce que oui, vous le savez, je pense, c'est pas parce que je ne lis pas que je m'arrête d'acheter, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Bref, c'est deux choses complètement distinctes chez moi, mais bref, voilà, ça va être une vidéo un petit peu mélange. Et on va commencer tout de suite par la partie avis lecture. Et cette lecture rentre dans ma pile à lire du Black November. Et il me semble aussi que je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, j'avance quand même un tout petit peu dans mes challenges, c'est pas si catastrophique que ça. Cette lecture, c'est, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est Lord of the Dead de Oscar de Muriel, qui est un thriller qui se passe en Écosse en 1889, donc on est en pleine période victorienne. On va suivre ici deux enquêteurs, un duo d'enquêteurs qui sont pas franchement assortis du tout, et ça rentrait pour le Black November à la fois dans la catégorie enquête, enfin thriller surnaturel, et également enquête avec un duo d'enquêteurs. On va suivre donc l'inspecteur Frey et l'inspecteur McGray. McGray, c'est un peu le cliché de l'écossais avec un gros accent qui porte du tartan, etc., etc. Tandis que Frey, lui, c'est plutôt le genre lord anglais bien propre sur lui. Là encore, un gros cliché. Et ces deux-là vont se retrouver impliqués dans une affaire de famille. Une famille a en fait retrouvé un héritier qui était assez éloigné de ses proches et cette famille veut faire venir l'héritier dans son manoir au bord du Loch Murray, donc dans les Highlands, sauf que la personne qui était en charge d'élever l'héritier a été brutalement assassinée et les deux enquêteurs vont se rendre compte que c'est pas la seule chose bizarre qui se trame autour de cette famille et autour de ce lore. C'était sympa honnêtement, mais autant vous le dire tout de suite, c'était pas du tout la lecture du siècle. Ce qui me faisait peur au début, c'était qu'on est, je crois, sur un tome 4, ou en tout cas sur la quatrième enquête commune à ces deux enquêteurs, et j'avais peur d'être perdue, mais pas du tout, honnêtement, l'auteur fait ça assez bien, il vous balance pas tous les faits d'un coup au début, il vous fait des petites piqûres de rappel de temps en temps, comme ça, si vous prenez le train en route, ça va, c'est pas trop dur à suivre de ce côté-là, donc là, sur cet aspect, c'était bien, mais sinon, l'enquête en tant que telle était pas énorme, et était pas forcément formidable, on a vu plus novateur. Ce qui était sympa, c'était le décor, parce que même si on est en pleine nature, ça faisait un petit peu huis clos ce manoir et cette famille très recluse, très très étrange, une famille extrêmement fortunée, mais qui ne voit absolument personne et qui sort très peu de chez elle, bref, vraiment très étrange. J'ai bien aimé cet aspect-là, voilà, huis clos. La dimension surnaturelle arrive au final assez tard, ou en tout cas on a la confirmation que c'est quelque chose de surnaturel assez tard, et c'est un peu cet aspect-là que j'ai trouvé pas forcément très très bien mené. J'ai trouvé ça à la fois un peu facile et en même temps un peu tiré par les cheveux, ce qui fait que je pense que ce roman est fait pour quand même faire un peu frissonner, mais comme je trouvais ça un peu trop tiré par les cheveux et en même temps un peu banal, non, j'ai pas eu peur du tout. Ça reste sympa, le style est franchement chouette, ça fait vraiment penser à les journaux de bord de Watson, qui sont tenus ici par Frey, donc l'inspecteur anglais, voilà, qui raconte ses aventures avec l'inspecteur McGray. Maintenant, il y a deux trois petites choses qui m'ont dérangé, deux trois petites remarques qui étaient un peu borderline niveau misogynie. C'était pas franchement misogyne, mais ça pouvait être interprété comme tel, et peut-être que c'était dû au fait que ça se passe donc en 1889, donc pour coller à l'esprit de l'époque, ou peut-être que ça transparaissait de la part de l'auteur, c'était pas vraiment clair. Donc bref, c'était, comme je vous le dis, pas la lecture du siècle, mais ça reste quelque chose d'agréable, et je me dis que si un jour je tombe sur d'autres tomes, notamment les premiers tomes, pour avoir la rencontre assez improbable à mon avis entre ces deux inspecteurs, eh bien pourquoi pas, mais en attendant c'est pas du tout une priorité, voilà, je vais pas me mettre en quête des autres tomes, c'est simplement si j'en ai l'occasion. Si vous cherchez un thriller et que vous avez envie de quelque chose un petit peu surnaturel, ou alors d'un décor très froid, très perdu, ça peut faire le job, franchement pour cet hiver ça peut être sympa, ou alors attendre le prochain Halloween, je pense que ça peut passer. Est-ce que je vous le recommande au titre des lectures qui se passent en Écosse? Eh ben oui, écoutez, c'est pas du tout
tout ma préférée, c'est pas celle que je recommanderais en premier, mais ça fait le job, ça passe. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un update, un de ces quatre, de mes lectures préférées pour les romans qui se passent en Écosse, que ce soit en thriller ou pas, parce que mes deux vidéos datent de l'année dernière, et force est de constater que j'en ai lu pas mal cette année. Je crois que je dois avoir peut-être 7 ou 8 titres en plus que j'ai lu depuis l'année dernière. Je vous recommande pas les 7 ou 8, mais je pense bien 5, ouais, je pense que avec celui-là, ça fait peut-être 6 à recommander. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, et en tout cas, écoutez, voilà, c'est pas le meilleur thriller que j'ai lu, c'est encore moins le meilleur thriller d'enquête surnaturelle que j'ai lu. Vous le savez, je suis un peu difficile en la matière, mais voilà, ça a fait le taf. Le seul truc, c'est que comme j'étais pas dans le mood pour le lire, bah ça m'a pris 10 jours, mais bon, au moins, ça m'aura occupé 10 jours, et ça m'a pas complètement bloqué, donc ça veut dire que c'était pas non plus si mauvais que ça. Et donc on passe à ma lecture en cours. Quand je vous dis que je lis vraiment très très peu, voilà, deux romans en 2 semaines pour moi, c'est quasiment de l'inédit, ça m'arrive très rarement, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et heureusement, ma lecture actuelle, à mon avis, va pas faire encore très très long feu, j'en suis déjà quasiment à la moitié, alors que je l'ai commencé il y a 3 jours et qu'il fait plus de 600 pages. Ça ne surprendra personne, il s'agit de Charcot de Franck Thillier. Pour moi, Thillier, je vous le dis souvent, mais c'est une valeur sûre. Je sais que c'est très bizarre à dire comme ça, mais pour moi, les thrillers de Thillier, c'est un peu le côté doudou. J'ai un peu aussi cette expérience avec, pour l'instant, la saga de Nicolas Beuglet qui commence en Écosse. Comment s'appelait le premier tome, Le Dernier Message. Ça me fait un peu cet effet. Voilà, c'est des romans vers lesquels je me tourne quand ça va pas forcément, ou quand j'ai pas le goût de lire autre chose. Et là, bah oui, ça a fonctionné parce que je l'ai commencé vendredi soir et j'ai déjà lu 250 pages, sachant que hier je n'ai pas du tout eu le temps de lire. Et ben ça fait déjà presque 125 ou 130 pages par jour, ce qui est énorme pour moi en ce moment. Je ne présente plus cette saga, je pense, et je ne présente pas non plus mon amour pour cette saga. C'est l'avant-dernier tome paru des enquêtes de Charcot et Hennebel. Il me reste Luca derrière, je ne sais pas s'il y en a des nouveaux, si ça s'arrête à Luca, ou même si Thillier en a prévu des futurs, mais c'est un petit peu avec un pincement au cœur que j'avance dans cette saga, parce que je sais que bientôt je n'en aurai plus à me mettre sous la dent. Pour l'instant, c'est toujours aussi bon, simplement je sors un peu les trigger warnings, et j'aurais peut-être dû les sortir d'ailleurs pour le livre d'avant. D'ailleurs c'est marrant, c'est une thématique qu'ils ont en commun ces deux romans, alors que sinon ils n'ont absolument rien en commun, à part le fait d'être des thrillers évidemment, mais tous les deux sont à fuir si vous avez peur du sang. Vraiment, si vous êtes, comment on dit, hémaphobe ou hématophobe je crois, bref, si vous avez peur du sang, fuyez ces deux romans, pour des raisons différentes, mais fuyez-les vraiment de très très loin, parce que je pense que ça serait très difficile à lire si on a peur du sang, mais pour l'instant, en tout cas, ça reste une très très bonne enquête. J'ai très très peur pour nos deux enquêteurs, j'avoue qu'à chaque fois que je retourne dans cette lecture, c'est avec beaucoup d'impatience et aussi une pointe de stress, mais ça c'est parce que je suis vraiment très très attachée au duo Charcot-Hennebel, et encore plus à Charcot. C'est mon inspecteur récurrent chouchou de tous les temps, tout thriller confondu. Bref, voilà, je suis vraiment très très contente de enfin lire celui-là, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, ça doit faire peut-être 3 ou même 4 ans je pense, donc il était temps que je me mette à la page. Mais donc voilà, j'avance tranquillement dans mon Black November, et celui-là je pense qu'il sera terminé dans les jours à venir, donc c'est sûr, ou en tout cas, sauf gros problème, vous le verrez dans mon prochain avis lecture. Et c'en est donc fini pour les lectures, on passe à la partie achat graphique. Le premier achat, je vous en avais parlé il y a quelques temps, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'au mois d'août, non, début septembre, mon chéri m'avait ramené les tomes 4 et 5 de France, sauf que le libraire en France lui avait dit qu'il n'avait pas le tome 3, donc mon chéri est retourné en France au mois d'octobre, et il se trouve que le libraire lui a dit, bah en fait, on essaie de commander le tome 3, mais il n'est plus disponible. Je suis donc allée chercher sur le site Lyreka, qui est une librairie francophone qui expédie gratuitement dans le monde entier, plus non plus disponible, avec un message du genre nous ne savons pas quand ça sera disponible. J'ai commencé à me dire oulala, donc je suis allée faire un tour sur Amazon, et quand j'ai vu qu'il n'en restait que 2 en stock, qui est une mention que l'on voit très rarement en matière de livres, eh bien je me suis empressée de le commander. Vous aurez sûrement compris si vous avez vu mes vidéos récemment, il s'agit donc du tome 3 de Aria, The Masterpiece de Kozue Amano. C'est un manga dont j'ai adoré les tomes 1 et 2, et donc maintenant je n'ai plus d'excuses, je peux enchaîner les tomes 3, 4 et 5. Les graphiques, c'est aussi ma deuxième un peu solution en matière de panne de lecture. Après
détesterait les thrillers de Franck Tillier, eh bien j'ai les graphiques et cette saga est parfaite. C'est une saga doudou, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages et ça fait vraiment du bien. Et même si ça va pas être lu tout de suite, bah au moins je suis sûre d'avoir les prochains tomes. Je crois qu'il me reste à acheter les 6 et 7, mais pour le coup le libraire en France avait dit à mon chéri que 6 et 7 ils n'avaient pas de problème d'approvisionnement. C'est vraiment sur le début de la saga, parce que je crois, si je me souviens bien, que c'est déjà une réédition. Les premiers tomes datent d'assez longtemps apparemment, donc c'est pour ça qu'ils n'éditent plus le début. Mais en tout cas, si vous, cette saga vous intéresse, et ben franchement, foncez avant qu'il soit plus disponible du tout, ou alors commencez à écumer un petit peu les sites d'occasion ou les médiathèques, parce que ça serait dommage de passer à côté de ça. Deuxième achat graphique, récemment je suis allée dans une librairie avec mon chéri, non pas pour acheter des livres, je sais ça vous étonne, mais parce qu'ils ont un très bon café, qui font des chouettes pâtisseries, et on avait envie de se prendre un goûter. Et bah en finissant le café, on a quand même fait un petit tour dans les rayons, et j'ai vu 2-3 romans qui me tentaient, mais sans plus, au point que mon chéri m'a dit mais ça va, t'es sûr? C'est la première fois que je te propose de t'acheter un livre et que tu me dis non. Et là il m'a dit ça va, t'es sûr, hein, tu veux pas qu'on aille voir un médecin? Jusqu'à qu'on passe du côté du Young Adult et que je vois cette couverture qui m'attire, et en fait ce qui m'a décidé à le prendre, c'est que ce n'est pas un roman, mais bien comme je vous l'ai dit, un graphique. Il s'agit de Demon in the Wood de Leigh Bardugo, qui fait donc partie du Grishaverse, vous le voyez tout en haut. En fait on est sur un roman graphique qui retrace la backstory du Darkling, donc un peu le méchant entre guillemets du Grishaverse. J'allais dire j'aime beaucoup. Je sais pas si j'aime beaucoup le Grishaverse, je suis pas une fan inconditionnelle, mais j'avais plutôt aimé la trilogie d'origine, j'ai beaucoup aimé là c'est vrai les Six of Crows, mais par contre j'ai jamais réussi à finir la duologie, ou peut-être même la trilogie maintenant, qui est dédiée au roi Nikolai, parce que au bout d'un moment j'ai un peu décroché, j'ai trouvé que ça commençait à se répéter, mais le Darkling est un méchant que j'aime assez, et le fait que ça soit un roman graphique, et bah ça a achevé de me convaincre. Honnêtement, si ça avait été un roman, je pense pas que je l'aurais pris. Je vous montre juste une ou deux planches au début pour pas trop vous spoiler, et parce qu'il y a de très beaux décors. Voilà, on est sur un graphique qui est en plus en hardback. Il est très beau. D'ailleurs, on va voir si le hardback lui-même est joli. Et ben écoutez, oui, ma foi. Très sympa, très sympa comme ça. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers, on va être sur l'enfance et l'adolescence du Darkling, avec sa mère, quand ils vont un petit peu fuir les persécutions, etc. Je vous spoil pas plus si vous n'avez pas beaucoup avancé dans la saga, mais en tout cas, ça, je pense que ça sera très chouette à lire en patientant pour attendre la deuxième saison de la série Netflix. Mon chéri avait adoré la première saison, j'avais été étonnée parce que c'est pas un grand fan de fantasy type Young Adult, mais il avait vraiment adoré, et je dois dire que j'avais beaucoup aimé cette adaptation qui mêle un petit peu à la fois Grisha et Six of Crows. Donc voilà, ça fera le taf en attendant. Mais voilà, je m'attarde pas plus, je pense que vous le verrez quand même dans pas trop longtemps, parce que je me répète, mais en cas de panne de lecture, les graphiques c'est un petit peu ma solution de repli. Donc il y a moyen que vous le voyez probablement dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, ça je pense. Et enfin, dernier achat graphique, même si c'est pas complètement un graphique, c'est plutôt un livre illustré. Je me suis commandé la suite de How Winston Delivered Christmas. On est donc sur How Winston Came Home for Christmas de Alex T. Smith. Souvenez-vous, l'année dernière, je l'avais lu sous forme de calendrier de l'Avent, parce qu'on est sur une histoire de l'Avent, c'est écrit juste là en haut. On est sur une histoire divisée en 24 chapitres et demi, c'est un grand album jeunesse en hardback. C'est de très beaux albums. J'avais adoré lire ça l'année dernière, un chapitre tous les jours au mois de décembre. Si vous avez des enfants en plus, ou si vous-même êtes de grands enfants, vous avez en plus une activité sur le thème de Noël par jour. J'avais beaucoup aimé l'histoire, c'était très mignon. On est sur une petite souris donc qui va avoir comme mission de sauver Noël. Et là j'avoue que je n'ai même pas regardé le résumé du tome 2, parce que bon, en soi, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir le résumé de ce genre de livre? Je vais juste vous montrer des illustrations. On est vraiment sur de très beaux livres. Voilà, vous voyez, magnifique. Ouh, aïe, ça craque.
Mais j'ai vraiment hâte de retrouver Winston. C'est très très chou, c'est plein de bons sentiments, bref, ça fait du bien le soir en fin de journée au mois de décembre avec un petit thé et un petit gâteau. Et d'ailleurs sur la thématique des lectures de Noël, je suis un peu triste parce que cette année Tom Fletcher ne sort pas de nouveau Christmas Horse. Il y a une sortie sur le thème de Christmas Horse, mais c'est un espèce de livre d'activité et moi franchement ça m'intéresse pas des masses. Donc si vous avez d'autres petites lectures sur le thème de Noël pour la tranche d'âge environ middle grade environ, voire même un peu plus jeune, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. En gros, pour l'instant, ce que j'ai lu dans le genre, c'est donc tous les Christmas Horrors et également A Boy Called Christmas de Matt Haig. Mais voilà, si vous avez d'autres suggestions dans le même genre, que ce soit en anglais ou en français, eh ben n'hésitez pas à me les donner parce que j'avoue que je suis un petit peu en peine pour cette année parce que au mois de décembre, on rentre en France. Je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de lire des choses trop complexes, trop poussées, trop longues, alors que les petits romans de Noël, typiquement The Christmas Horrors, c'est parfait, c'est le genre de choses que je peux lire assez facilement, même le soir quand on a abusé de la tartiflette et de la fondue, c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des recommandations en la matière, ça m'aidera et je pense que ça aidera aussi d'autres personnes, mais c'est avec cet illustré que l'on arrive à la fin de cette vidéo que l'on va appeler comment update livresque, quelque chose comme ça, j'avoue que j'ai même pas réfléchi au titre, vous l'aurez déjà vu, mais au moment où je tourne, je ne sais même pas comment on va l'appeler, mais honnêtement, update livresque, bah écoutez, ça me paraît pas si mal. C'est donc, je me répète encore, dis donc aujourd'hui c'est difficile, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce genre de format un petit peu hybride entre guillemets vous plaît, ou si vous voulez revenir à vraiment quelque chose de très cloisonné entre les lectures d'un côté et les hauls de l'autre, et surtout est-ce que le fait que je vous parle de mes lectures en cours, donc non terminées, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je vous attends donc en commentaire, pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne, ça reste encore de recommander la chaîne ou la vidéo en particulier à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette update livresque jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!